La fin d'après-midi étirait ses ombres sur le vieux quartier industriel, teignant les façades de briques d'un jaune fatigué, presque doux. Rachel Morgan était assise sur les marches de béton d'un entrepôt abandonné, l'un des rares endroits où elle avait trouvé un semblant d'abri depuis 3 semaines. Sa robe couleur crème, autrefois élégante, portait désormais les marques de la rue. Tissu râpé, taches anciennes, ourlets effilochés. À 28 ans, elle semblait à la fois trop jeune et trop vieille pour le monde qui passait devant elle sans la voir. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, son visage sali par la poussière, mais dans ses yeux bleus persistait une lueur tenace, une volonté de tenir encore malgré tout. Elle avait été enseignante, une vraie vie, des élèves, un appartement modeste mais sûr. Puis la maladie de sa mère avait tout avalé. Les factures médicales, les économies, les jours de congé non payés. Ensuite étaient venues les suppressions de postes, l'avis d'expulsion, et cette chute rapide, brutale, où chaque filet de sécurité cédait l'un après l'autre. Aujourd'hui, Rachel mesurait ses décisions en calories et en force restante, marcher jusqu'au refuge pour un repas chaud ou économiser son énergie pour la nuit. Elle pesait la question quand un cri d'enfant fendit l'air, aigu, terrifiée, bien trop proche pour être ignorée. Avant même de comprendre, elle était debout. Son cœur battait trop fort tandis que ses yeux cherchaient la source du hurlement. 3 portes plus loin, un petit garçon se tenait figé dans l'embrasure d'un immeuble, la fumée sombre s'échappant derrière lui, éclairée par la lueur orange des flammes. Il toussait, pleurait, incapable d'avancer ou de reculer. Rachel ne réfléchit pas. Réfléchir aurait signifié calculer le risque, se souvenir qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle courut pieds nus sur le bitume brûlant, ses pas claquant contre le sol. Autour d'elle, des voix s'élevaient, des téléphones se levaient, mais personne ne s'approchait. Elle, si, sans hésitation, sans promesse de reconnaissance, juste ce réflexe ancien, intact, protéger un enfant, et dans cet instant suspendu, Rachel n'était plus une femme sans toit. Elle redevenait celle qu'elle avait toujours été. La chaleur la frappa avant même qu'elle n'atteigne le seuil. Une vague épaisse, suffocante, chargée d'une odeur âcre qui brûlait la gorge. Le petit garçon était toujours là, pétrifié, les yeux écarquillés, le visage noirci par la fumée. « Je suis là, mon chéri, je suis là », dit Rachel d'une voix qu'elle voulait ferme, même si ses poumons protestaient déjà. Elle le souleva d'un geste instinctif, sentant son corps trembler contre le sien. Léger et vulnérable comme un oiseau pris au piège. Le vacarme du feu résonnait derrière eux, un grondement vivant qui gagnait du terrain. Rachel tourna les talons pour fuir, serrant l'enfant contre sa poitrine, consciente seulement de la sortie, de l'air, de la lumière. Puis il y eut ce bruit sec, sinistre, un craquement qui n'avait rien de naturel. Elle leva les yeux et comprit en une fraction de seconde. La façade cédait. Sans réfléchir, elle se projeta en avant, se laissa tomber lourdement, couvrant le corps du garçon avec le sien. Les débris s'abattirent dans un fracas de briques et de poussière. Une douleur fulgurante explosa dans son épaule. Sa peau râpa contre l'asphalte. Le choc lui arracha un souffle rauque, mais ses bras ne lâchèrent pas. Elle resta ainsi, immobile, bouclier improvisé, jusqu'à ce que le tumulte cesse. « Tu vas bien ?» haleta-t-elle en se redressant légèrement. Le garçon hocha la tête, sanglotant mais vivant. Aucun saignement visible. Rachel se força à se lever, ignorant la brûlure dans son épaule, le sang qui coulait le long de ses avant-bras. Elle s'éloigna du bâtiment en feu, pas après pas, jusqu'à ce que la chaleur diminue et que l'air redevienne respirable. Les sirènes approchaient, stridentes, irréelles. Des mains se tendaient, des voix parlaient trop vite. Rachel posa l'enfant au sol avec douceur, l'examina encore. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-elle en lissant ses cheveux. Il la regarda avec une gravité étonnante. « Merci, tu m'as sauvé. » Un ambulancier s'approcha, regard inquiet. « Madame, vous êtes blessée. » Rachel recula d'un pas. Elle connaissait cette suite-là. Les questions, les formulaires, les regards qui s'attardent trop longtemps. Elle secoua la tête. « Je vais bien. Occupez-vous de lui. » Avant qu'on insiste, elle se fondit dans la foule naissante, disparaissant entre 2 silhouettes. 3 rues plus loin, dans une ruelle silencieuse, elle s'assit enfin, laissant la douleur remonter. Elle ferma les yeux. Elle avait mal, oui, mais l'enfant était vivant. Aujourd'hui, elle avait fait quelque chose de juste, et pour elle, cela devait suffire.
Au centre-ville, dans une salle de réunion aux murs de verre, Ethan Harrison sentit le monde se fissurer à la seconde où son téléphone vibra. Il n'entendit qu'une partie des mots « incendie, enfant, hôpital » et se leva avant même que l'appel ne se termine. Les chiffres projetés à l'écran perdirent tout sens. 15 minutes plus tard, la voiture filait vers le quartier ancien, sirènes en écho, tandis qu'une peur primitive lui serrait la poitrine. Max était tout ce qui comptait, le reste n'était que bruit. Quand il le vit enfin, enveloppé dans une couverture, le visage noirci mais indemne, Ethan le prit contre lui avec une force tremblante. « Je suis là », répéta-t-il, incapable de s'arrêter. Max hocha la tête, puis parla à toute vitesse, décrivant la fumée, l'immobilité, et cette femme apparut en courant, qu'il avait portée, protégée, blessée à sa place, avant de disparaître. « On doit la trouver », dit l'enfant avec une certitude simple. Ethan promit, sans mesurer encore l'ampleur de la tâche. Les heures suivantes furent un brouillard d'images et de questions. Les témoins se contredisaient, les descriptions restaient vagues, blonde, robe claire, l'air épuisé. Sans nom, les caméras montraient l'essentiel, l'élan, le sauvetage, puis plus rien. Comme si elle s'était dissoute dans la foule, Ethan mobilisa ses équipes, engagea un enquêteur, parcourut lui-même les rues. Chaque refus, chaque impasse le rendait plus conscient d'une vérité inconfortable. Son pouvoir avait des limites. La gratitude, elle, ne se commandait pas. Au 4e jour, un vieil homme chargeant des cartons s'arrêta devant le croquis. « Peut-être, dit-il, en indiquant les entrepôts près du bâtiment Miller. Mais allez-y doucement, ici, l'argent fait peur. » Ethan écouta. Le soir venu, il s'y rendit seul. Il la vit assise sur des marches, le bras maintenu par un tissu improvisé, la fatigue gravée sur le visage. Quand il parla, elle se redressa, prête à fuir. Il leva les mains. Il dit son nom puis celui de son fils. Il dit merci. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que ses mots ne pesaient pas plus lourd que son silence. Il aperçut la blessure, la retenue, la dignité. « Laissez-moi vous aider », murmura-t-il. Elle répondit trop vite qu'elle ne voulait pas d'argent. Alors il dit la vérité, ce n'est pas une récompense, c'est de la reconnaissance. Dans l'air du soir, quelque chose se dénoua. Pas une certitude encore, mais une possibilité. Rachel resta sur ses gardes, le corps légèrement penché vers l'arrière, comme prête à s'échapper au moindre faux pas. Elle avait appris à reconnaître les promesses qui coûtent cher, les aides qui enferment plus qu'elles ne libèrent. Ethan choisit ses mots avec une lenteur inhabituelle, conscient que la moindre insistance pourrait tout briser. Il parla de Max, de ses cauchemars depuis l'incendie, de la façon dont l'enfant demandait chaque soir si la dame courageuse allait bien. Il ne parla pas de dons, ni de communiqués, ni d'images à réparer. Il parla de confiance. Rachel l'écoutait, les yeux baissés, la mâchoire serrée. Quand il évoqua le bandage de fortune sur son épaule, elle détourna le regard, comme si la douleur devait rester invisible pour continuer d'exister. « Je ne fais pas la charité, » dit-elle enfin, la voix tendue. « Je n'ai pas besoin d'être sauvée. » Ethan hocha la tête. « Je ne vous propose pas d'être sauvé. Je vous propose un travail, un rôle. » Elle le fixa, incrédule. Il expliqua simplement, Max avait besoin de plus qu'une présence ponctuelle. Il avait besoin d'une personne qui voyait l'enfant avant la situation, la peur avant l'étiquette. Vous avez couru vers le danger quand tout le monde reculait. Je veux que mon fils grandisse avec cet exemple-là. Rachel sentit ses défenses vaciller. Elle parla alors de sa vie d'avant, de sa classe de CE2, de sa mère malade, de la chute. Elle ne se justifia pas. Elle constata. Ethan l'écouta sans interrompre, sans prendre de notes mentales. Il dit qu'un emploi impliquait un salaire, un logement, des soins, non comme des faveurs, mais comme des conditions normales pour faire son travail correctement. Il ajouta, presque à voix basse, qu'il avait besoin d'apprendre à être présent, lui aussi. Le silence s'installa, lourd mais honnête. Rachel pensa à Max, à la manière instinctive dont elle l'avait protégé, à ce sentiment ancien de justesse. Elle pensa aussi à la fatigue, à la peur de replonger. Les larmes montèrent sans bruit. « D'accord, murmura-t-elle, j'essaierai. » Ce soir-là, Ethan l'emmena dans un hôtel discret, appela un médecin, fit livrer des vêtements. Rien d'excessif, juste ce qu'il fallait pour reprendre pied. À l'aube, ils allèrent au voir Max. L'enfant courut vers elle, la serra avec une confiance entière. « Tu es revenu, dit-il. » Rachel s'agenouilla,
le prit dans ses bras. « Je suis là !» Et pour la première fois depuis longtemps, elle le crut vraiment. La reconstruction ne fut ni rapide, ni spectaculaire. Elle se fit par petites décisions tenues, par des matins sans fuite, par des soirées où l'on apprenait à rester. Rachel suivit des soins pour son épaule, reprit des habitudes simples, retrouva le goût d'une routine qui n'écrasait pas. Avec Max, elle redécouvrit le temps long. Les devoirs étalés sur la table, les jeux inventés pour rire malgré les peurs, les histoires racontées avant de dormir pour apprivoiser les nuits. Elle se remit à enseigner, d'abord timidement, puis avec cette assurance patiente qui avait toujours été la sienne. Elle passa des examens, valida des formations, économisa. Elle se rendit à elle-même sans bruit. Ethan observait, apprenait à ralentir, à rentrer plus tôt, à laisser les réunions attendre quand un enfant demandait une présence. Il comprit que le succès n'avait jamais manqué de preuves, seulement de sens. Un an plus tard, le quartier accueillit un centre communautaire neuf, bâti là où le feu avait laissé un vide. Ethan en avait financé la reconstruction. Rachel avait aidé à penser les programmes éducatifs. Le jour de l'inauguration, Max, 7 ans désormais, serra leurs mains à tous les deux. Quand on lui donna la parole, il parla simplement. Il dit que Rachel l'avait sauvée. Puis il ajouta qu'elle avait aussi sauvé son père en lui apprenant ce qui comptait vraiment. Il n'y eut pas de discours grandiloquents, seulement des regards humides et un silence plein. Plus tard, alors qu'il marchait dans les couloirs encore parfumés de peinture fraîche, Ethan remercia Rachel. Pour Max, oui, mais aussi pour la leçon. Elle sourit doucement. « Tu m'as vu ?» répondit-elle. Pas comme une femme à la rue, mais comme une personne. Il répondit sans hésiter qu'on ne pouvait voir autrement quelqu'un qui avait couru dans les flammes pour un enfant inconnu. Ils restèrent là à regarder Max courir devant eux, rire librement. Le feu avait tout brûlé, puis tout clarifié. Il n'avait pas gagné une fin parfaite, mais quelque chose de plus solide, une vérité partagée. Parfois, on croit sauver quelqu'un. En réalité, on se sauve ensemble, et la vraie richesse ne se compte pas. Elle se transmet. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, un j'aime et abonnez-vous pour continuer ce voyage ensemble.